Le 20 décembre 2025, un drapeau neuf s'est levé dans le vent du Sahel et la terre entière a retenu son souffle. Était-ce la fin d'un empire ou l'éveil d'une Afrique invincible? En seulement 24 heures, une frontière invisible s'est changée en ligne de feu. Ibrahim Traoré, à la tête de 5000 soldats d'élite, engage une marche sans retour pour défendre chaque grain de sable. Ce moment rappelle la chute du mur de Berlin, un geste qui semblait impossible mais qui, soudainement, rebat toutes les cartes de l'histoire. Comme à Berlin en 1989, c'est tout un ordre mondial qui vacille. Mais cette fois, c'est l'Afrique qui écrit la page nouvelle. Ce n'est pas un simple mouvement de troupes, c'est une rupture jetée à la face du monde entier. Ce jour-là, un avion étranger a été stoppé net au-dessus du désert, et une zone d'exclusion aérienne a vu le jour. Message limpide. Le Sahel n'est plus le terrain de jeu des puissances étrangères. Désormais, une force soudée veille, et chaque incursion en son ciel sera un acte de défi sanctionné sans détour. Il y a 100 ans, un tel acte aurait entraîné une riposte immédiate, une intervention punitive. Aujourd'hui, c'est la légitimité d'une Afrique debout qui s'affirme. La FUAES, que les médias occidentaux surnomment déjà l'OTAN africaine, incarne bien plus qu'un pacte militaire. C'est une déclaration d'indépendance, une volonté farouche de rompre avec un siècle de tutelle étrangère et de bâtir une souveraineté authentique, économique comme sociale. Pour la première fois, une alliance sud-sud prend corps, tissant autour du Sahel un bouclier inédit où technologie, stratégie et identité fusionnent. Cette dynamique rappelle la naissance de l'Organisation des États américains ou du mouvement des non-alignés, mais avec une ambition plus radicale, transformer non seulement la défense, mais aussi l'économie, l'éducation et la culture. Mais sous cette montée en puissance, la tension monte. Ignorer ce tournant, c'est rester captif de la manipulation et de la précarité, condamné à subir l'histoire plutôt que de l'écrire. Le choix est simple, regarder passivement ou comprendre comment une telle force a émergé pour transformer le destin du continent. Comme au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où les peuples de l'Europe de l'Est devaient choisir entre soumission et résistance, les peuples du Sahel se retrouvent à la croisée des chemins. Pour saisir la portée de ce bouleversement, il faut remonter à l'origine de cette alliance et aux fractures qui l'ont rendue inévitable. Quels événements ont poussé ces dirigeants à tout risquer pour la souveraineté? Pourquoi depuis si longtemps le Sahel est-il resté un terrain de jeu pour les puissances étrangères? Pour le comprendre, il faut remonter à la fin du XIXe siècle. À Berlin, en 1885, des frontières tracées à la règle ont découpé la région, ignorant peuple, langue et histoire. Cette conférence, restée tristement célèbre, a été le théâtre d'un partage de l'Afrique sans précédent où aucun Africain n'était invité à la table des négociations. Ces lignes artificielles n'avaient qu'un seul objectif: diviser pour mieux régner, empêcher toute unité durable et rendre les peuples du Sahel vulnérables. Rapidement, le contrôle de la sécurité leur a échappé. Les puissances coloniales, puis leurs successeurs, ont maintenu une emprise militaire écrasante. On se souvient du cas du Maroc en 1999 ou du Congo dans les années 2000, où l'ingérence extérieure a systématiquement sapé les tentatives de réunification nationale. Au nom de l'aide ou de la lutte contre le terrorisme, des soldats étrangers, principalement français ou occidentaux, imposaient en leur choix. Les décisions majeures étaient prises loin des villages, loin des réalités du terrain. Les populations locales restaient spectatrices de leur propre destin. On pense ici aux interventions comme Barkhane, Sangaris ou Serval, dont les résultats, malgré la communication officielle, ont rarement été à la hauteur des espérances locales. Pendant ce temps, l'économie du Sahel était verrouillée par l'extérieur. L'or, le coton, l'uranium, autant de richesses dont les profits filaient hors du continent. Les industries locales demeuraient embryonnaires et les élites, souvent complices, se contentaient de sodomiettes. Un exemple frappant, le Niger, troisième producteur mondial d'uranium, voyait partir la quasi-totalité de ses exportations vers l'Europe, alors que la majorité de la population n'avait pas accès à l'électricité. La jeunesse porteuse d'un immense potentiel assistait impuissante à la confiscation de son avenir. Frustration, exil, colère, le sentiment d'être condamné à l'attente grandissait. Le phénomène de l'émigration massive dans les années 2010, avec des milliers de jeunes risquant leur vie en Méditerranée, en est le reflet le plus tragique. Cette dépendance n'est pas un accident. Elle a été soigneusement entretenue par des accords et des politiques qui, sous couvert de stabilité, étouffaient toute initiative décisive venue du Sahel. Résultat, perte de ressources, résignation et une succession de crises vécues comme une fatalité.
Les accords de coopération militaire ou monétaire, comme ceux régissant le franc CFA, ont longtemps empêché toute autonomie monétaire ou budgétaire. Refuser de nommer ce piège, c'est accepter de tourner en rond, de voir la souveraineté confisquée encore et encore. Mais une question brûle désormais toutes les lèvres. Le cycle peut-il enfin être brisé ? En décembre 2025, la création de la force unie de l'Alliance des États du Sahel va tout bouleverser. Mais ce basculement n'est pas sans risque ni sans adversaire. 5000 soldats, un commandement unique. Désormais, le Sahel n'implore plus, il impose. Ce chiffre, loin d'être anodin, évoque la taille des premières troupes de libération des colonies asiatiques ou sud-américaines qui ont souvent débuté avec des effectifs similaires avant de fédérer des masses populaires. Le 20 décembre 2025, à Bamako, l'histoire s'est reconfigurée. Devant le regard tendu du monde, le président Assimi Goïta a remis le drapeau de la nouvelle force unie de l'Alliance des États du Sahel, la FUAS, au général Daouda Traoré. Ce geste dépasse la tradition. Il acte la naissance d'une alliance militaire inédite en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas sans rappeler le passage de témoin entre Churchill et de Gaulle en 1940 lors de l'appel du 18 juin, où la continuité de la lutte se transmettait d'un continent à l'autre. Oubliez l'image fragmentée des armées d'autrefois. La FUAS, c'est un commandement centralisé à Niamey, une coordination totale des forces aériennes, des troupes terrestres et du renseignement. 5000 combattants du Mali, du Burkina Faso et du Niger, formés et équipés pour agir comme un seul point, répondent à un unique centre nerveux. Cette centralisation rappelle la transformation opérée par Napoléon, qui au XIXe siècle avait compris que la guerre moderne exigeait l'unité de commandement. Dès les premiers jours, la FUAS frappe fort. Un avion militaire nigérian, ayant franchi la frontière sans autorisation, est intercepté, immobilisé, puis son équipage retenu plusieurs jours. Ce n'est pas un incident diplomatique, mais la démonstration d'une souveraineté aérienne absolue, appliquée à tous, voisins compris. Ce geste rappelle la crise des missiles à Cuba, où la fermeté d'une petite nation face à un géant a changé l'équilibre mondial. Pour donner du nerf à cette union, le Sahel s'équipe des technologies les plus avancées. Drones turcs à longue portée, défense anti-aérienne russe, dernier cri, véhicules blindés et systèmes de roquettes venus de Chine. Ce n'est plus un patchwork d'armes disparates, mais une architecture intégrée où chaque appareil, chaque soldat, chaque donnée circule en temps réel entre Bamako, Ouagadougou et Niamey. On pense à la doctrine de la guerre en réseau, mise en œuvre par les armées américaines au début du XXIe siècle, mais adaptée ici au contexte africain, avec une touche d'innovation locale. La FUAS, c'est la construction d'un système nerveux, militaire et informationnel. Désormais, une attaque contre un village au Mali sera traitée comme une invasion du Burkina Faso. Les frontières tracées à Berlin n'ont plus de sens face à cette unité d'action. À l'image de l'OTAN, où une attaque contre un membre est une attaque contre tous, le Sahel s'invente ses propres règles de solidarité militaire. Le message au peuple du Sahel est limpide. L'ère de la passivité est close. L'Alliance n'attend plus la permission de l'étranger. Elle protège ses ressources, ses routes, ses raffineries. Elle impose sa propre règle du jeu face à toute tentative de déstabilisation. Cette posture n'est pas sans rappeler l'attitude d'Israël en 1967, où la prise d'initiative a changé le rapport de force régionale. Mais la route est risquée. Si la FUAS échoue, ce sera le retour à la fragmentation, à l'humiliation et peut-être à une nouvelle intervention étrangère. Le prix de l'échec serait une souveraineté à nouveau sacrifiée. Pensons à la Yougoslavie des années 90, où la désunion a ouvert la voie à des décennies de conflits et de dépendance extérieure. Pourtant, la révolution du Sahel ne s'arrête pas aux militaires, car la force n'est qu'un pilier. Comment ce basculement va-t-il transformer l'économie, la société et l'identité même de la région ? La FUAS n'était que la première étape d'une métamorphose profonde. Derrière la puissance retrouvée, une question émerge. Comment ce nouvel ordre façonnera-t-il la vie quotidienne et l'avenir du Sahel ? Et si le véritable pouvoir du Sahel résidait dans sa capacité à transformer l'or, la terre et les routes en moteurs de renaissance ? Cette idée n'est plus un rêve, c'est la nouvelle réalité. Depuis la création de la force unie de l'Alliance des États du Sahel, la stratégie ne se limite plus à l'armée. Elle se traduit en choix concrets, infrastructures et en une volonté absolue d'indépendance. C'est le même élan qui a permis à la Corée du Sud, dans les années 70, de passer du statut de pays pauvre à puissance industrielle. À présent, la grande autoroute entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso s'élève financée uniquement par les fonds nationaux. Aucun prêt étranger, aucune condition imposée.
Cette route n'est pas qu'un ruban d'asphalte, c'est l'épine dorsale d'une économie qui veut circuler librement, reliant champs, usines et mines. De tels chantiers rappellent la construction de l'autoroute transamazonienne au Brésil ou le transsibérien en Russie, des projets qui ont changé le destin de nations entières. L'or longtemps arraché et expédié à l'état brut vers les anciennes métropoles, quitte enfin le circuit colonial. Grâce à la raffinerie nationale, le métal jaune est raffiné sur place, valorisé, puis échangé selon les règles du Sahel et non plus celles de Paris ou de Londres. Pour la première fois, la richesse reste sur la terre qui l'a vue naître. Cette démarche s'apparente à celle du Botswana, qui a su garder la valeur ajoutée du diamant sur son sol, faisant passer le pays du sous-développement à la prospérité en moins de 30 ans. Même l'anacarde, jadis exportée sans valeur ajoutée, voit son destin bouleversé. De nouvelles usines surgissent, offrant des emplois de techniciens, d'emballeurs, de gestionnaires. Dorénavant, la chaîne de valeur s'arrête ici. La richesse ne s'enfuit plus vers le nord. Cela signifie de nouveaux revenus, une fierté retrouvée et la fin de la dépendance économique. Ce processus, les pays asiatiques comme le Vietnam l'ont expérimenté avec le riz et le café, transformant leur économie grâce à la transformation locale. Au centre de cette révolution, une carte biométrique AES devient le symbole d'une nouvelle citoyenneté panafricaine. Elle sécurise les échanges, libère la jeunesse de la paperasserie étrangère. Plus besoin de dépendre de l'ancien système de la CEDEAO, qui piégeait le Sahel dans la dépendance. Cette innovation rappelle le passeport européen, mais avec un objectif d'émancipation plutôt que d'intégration imposée. La rupture la plus spectaculaire, la monnaie. Un projet audacieux est lancé, une devise adossée à l'or et au pétrole du Sahel. Pour la première fois depuis la colonisation, le franc CFA perd son monopole. Cette monnaie pivot, contrôlée par les États membres, garantit que la sueur des paysans et le génie des ingénieurs ne seront plus dévalués par des décisions extérieures. Ce changement évoque la création du dinar algérien après l'indépendance ou du bolivar vénézuélien qui ont permis d'ancrer la souveraineté dans la réalité quotidienne. La technologie n'est plus réservée aux autres. Les drones surveillant les frontières, les satellites russes offrent des cartes précises et la cyberdéfense protège les communications stratégiques. L'autonomie devient réalité, portée par une génération décidée à bâtir plutôt qu'à fuir. On peut comparer cette mutation au virage numérique pris par l'Estonie, qui a bâti une administration moderne quasi entièrement dématérialisée en moins de 20 ans. Les jeunes, autrefois tentés par l'exil, restent pour devenir ingénieurs, gestionnaires, bâtisseurs. Les talents inventent, investissent leur énergie dans le développement local. La fuite des cerveaux se transforme en retour des compétences. L'élan est historique. Le Rwanda, après les crises des années 90, a démontré qu'une jeunesse mobilisée, formée et confiante pouvait changer le destin d'une nation. Mais tout cela reste fragile. Perdre ce momentum, c'est risquer de replonger dans la pauvreté, de voir la jeunesse repartir, de subir la soumission monétaire. L'équilibre est précaire. Chaque victoire doit être consolidée. Les exemples du printemps arabe ou des tentatives de réforme en Amérique latine montrent que chaque avancée peut être remise en cause si la vigilance faiblit. Ce nouvel élan soulève une question brûlante. Comment protéger ses acquis face aux menaces internes et externes ? La suite va révéler si le Sahel peut transformer l'essai et inscrire sa souveraineté dans la durée. Pour cela, des mesures concrètes sont envisagées. Création d'une école militaire commune, mise en place d'un conseil économique transfrontalier et renforcement des médias locaux pour contrer la désinformation étrangère. Ce triomphe n'est pas seulement militaire. Il s'agit d'un mode d'emploi pour chaque peuple décidé à reprendre son destin en main. La naissance de la force unie de l'Alliance des États du Sahel, la FUAES, n'est pas la fin d'une époque. Elle inaugure un modèle concret, contagieux pour tous ceux qui rêvent d'autonomie véritable. La Corée du Sud, l'Inde ou le Brésil ont démontré que des modèles alternatifs peuvent inspirer des continents entiers. Première leçon, la souveraineté ne se limite jamais à un drapeau hissé. Elle réclame la maîtrise des frontières, du ciel, mais aussi de l'information et des ressources vitales. En reprenant le contrôle de l'espace aérien, de l'or, du coton et de l'eau, l'ingérence est tenue à distance, la dignité retrouvée. Cela implique de former des douaniers, des ingénieurs, des pilotes et de créer des agences nationales capables de résister à la corruption et à la pression extérieure. Deuxième leçon, un développement fulgurant, sans dette étrangère, devient réalité quand toute la chaîne de valeur est maîtrisée. Les infrastructures essentielles, routes, barrages, raffineries, sont financées par l'épargne nationale. L'argent, l'emploi, la richesse circulent au sein du pays.
La dépendance s'efface, les fruits de la croissance profitent enfin à la majorité et non à une poignée ou à des actionnaires venus d'ailleurs. L'exemple de l'Éthiopie, qui a financé seul le barrage de la Renaissance, prouve que le volontarisme paie. Troisième leçon, la force d'une nation s'étend à sa diaspora. Le brain drain se transforme en brain gain. Médecins, ingénieurs, entrepreneurs reviennent ou investissent à distance. Ils injectent expertise, capitaux et réseaux. Le capital humain n'est plus perdu, il irrigue la société entière. Le Nigeria, grâce au transfert de fonds de sa diaspora, a pu financer de nombreux projets locaux. Quatrième leçon, la sécurité n'est pas un luxe, c'est le socle de tout progrès. Sans elle, impossible d'ouvrir des écoles, de bâtir des hôpitaux, d'instaurer une justice digne. Grâce à la stabilité, les enfants retournent en classe, les universités refleurissent, la protection sociale s'étend. L'espoir renaît, la confiance aussi. L'exemple du Costa Rica, qui a misé sur la sécurité intérieure pour développer le tourisme et l'éducation, est parlant. Cinquième leçon, l'Alliance Sud-Sud n'a rien d'un slogan. Elle s'incarne dans des partenariats d'égal à égal où les ressources naturelles se négocient contre la technologie et où le respect supplante l'arrogance. Le Sahel traite désormais d'égal à égal avec la Turquie, la Chine, la Russie ou le Brésil. L'interdépendance choisie remplace la soumission subie. Le projet de centrale solaire transnationale, lancé avec le Maroc et le Soudan, en est le symbole. Désormais, le modèle du Sahel inspire le monde du Sud. Ce laboratoire d'audace prouve qu'aucune nation n'est condamnée à rester à la marge. Des Andes à l'Asie du Sud-Est, l'espoir d'une nouvelle ère grandit, porté par l'exemple. On voit des délégations venues du Vietnam, du Pérou ou du Mozambique observer, apprendre et parfois même imiter. Mais le danger rôde. Rater cette opportunité, c'est rouvrir la voie à la domination. Laisser filer ce moment, c'est refuser de devenir architecte de son propre avenir et condamner les générations futures à l'attente et à la résignation. L'histoire regorge de révolutions trahies, la Commune de Paris, le printemps de Prague ou les indépendances avortées du Maghreb. Le rideau tombe, mais tout reste à jouer. Le Sahel offre un miroir, une invitation, et vous, que choisirez-vous ? Cette question n'est pas rhétorique. Chaque citoyen peut agir par le vote, l'engagement associatif ou simplement en refusant la résignation. Comme l'a montré la révolution tunisienne, un peuple mobilisé peut faire basculer l'histoire en quelques semaines. La suite dévoile comment cette transformation inspire d'autres régions, tout en testant la résilience des nouveaux équilibres. D'autres acteurs, aux aguets, n'ont pas dit leur dernier mot. Les grandes puissances, inquiètes de perdre leur influence, testent déjà la solidité de la Füaise par des pressions économiques, des campagnes médiatiques ou des tentatives de sabotage discret. Le maître a perdu la main. Le Sahel a tiré la première salve. Et vous, serez-vous de ceux qui écrivent la suite ? Ce qui s'est joué n'est pas seulement une victoire sur le terrain, c'est une rupture, un séisme qui traverse des siècles de domination et résonne bien au-delà des frontières africaines. En décembre 2025, la force unie de l'Alliance des États du Sahel a fait basculer l'histoire. Ce moment s'inscrit dans la lignée des grandes ruptures du siècle passé. La décolonisation de l'Inde en 1947, la chute de l'apartheid en Afrique du Sud ou encore la révolution cubaine. Pour la première fois, la sécurité de millions de vies n'est plus un privilège octroyé par d'autres, mais un droit reconquis par les enfants du Sahel. Le ciel, la terre, l'économie, l'identité, tout a changé de camp. Le bouclier est désormais forgé par la technologie, la coopération sud-sud et la volonté farouche de ne plus plier. Ce changement est le fruit de décennies de résistance, de sacrifices anonymes, de rêves portés par des générations entières. Ce bouleversement dépasse les uniformes et les drapeaux. Il s'agit d'une souveraineté retrouvée. Désormais, chaque gramme d'or, chaque kilomètre de route, chaque école, chaque usine sont protégés par le courage local et non par la promesse d'un maître lointain. Les richesses du Sahel ne s'exilent plus pour revenir sous d'autres formes, inaccessibles. La dignité, longtemps bafouée, devient la norme. La FUES n'est pas qu'une alliance militaire. C'est le laboratoire d'un modèle africain nouveau où sécurité et prospérité marchent ensemble. Elle prouve que l'innovation, la solidarité et l'autonomie peuvent briser la fatalité et allumer l'espoir d'une révolution continentale. Ce modèle, encore fragile, doit être consolidé par des réformes institutionnelles, l'éducation civique et la participation de tous. Mais ce choix exige un engagement. Fermer les yeux, c'est laisser l'histoire s'écrire sans soi. Rester simple spectateur, c'est renoncer à peser sur le destin, à défendre la dignité, la richesse et la voix africaine face au monde. La leçon de l'histoire est sans clair.
Ceux qui refusent d'agir voient néanmoins leur destin décidé par d'autres. La renaissance du Sahel est un défi adressé à tous, dirigeants, citoyens, voisins, alliés d'aujourd'hui ou de demain. La suite ne dépend plus des cartes dessinées à Berlin, ni des regards venus de Paris ou de Washington, elle dépend de la volonté de défendre, de bâtir et d'espérer ensemble. C'est par l'éducation, la formation et la solidarité que l'avenir se construira. Le monde observe, l'Afrique se lève, et la question demeure. Serez-vous de ceux qui forgent cette nouvelle